arrive avec les dessins qui marchent. Ah tiens, Ouais. c'est le. Est-ce qu'on peut... Tu sais, c'est les derniers Ouais, on va le couper, puis. c'est droit et tout. Voilà, plus ou moins, puis on va le mettre en dessous. On a fait de la ville. Alors peut-être tu veux parler de cette pièce-là, comment elle s'inscrit dans ton travail sur l'avant ou l'après, et puis aussi pourquoi cette proposition-là ici, dans le cadre de cette exposition. Après on pourra parler de cette exposition-là. D'accord. En fait, cette pièce-ci, donc cette installation-ci, complète, qui est donc dans son état inachevé, là, mais bon, presque bonne, rentre dans un processus, c'est trop grand mot, mais disons dans un ensemble de questionnements que j'avais commencé par rapport à des histoires de moquettes, de découpe de moquettes dans la couleur, enfin de copies coupées comme ça à l'intérieur de la couleur. Et la moquette se prêtait extrêmement bien parce que c'est la taille immobilière en fait de la taille de l'architecture. Ensuite, au fur et à mesure, comme j'ai travaillé aussi des histoires de tapisserie, donc ça c'est à partir de 2004 environ, et puis au fur et à mesure, la moquette s'est avérée comme un bon instrument, étant donné que c'est une bonne échelle par rapport justement à l'architecture, quelle qu'elle soit finalement. La moquette blanche d'autant plus parce qu'elle est inhabituelle et en même temps c'est un support absolument adéquat. Et la façon dont elle me permettait de traiter aussi bien la masse, la couleur de la non-couleur ici, enfin cette sorte d'écru, et aussi la question de l'architecture, et la façon dont aussi la peinture, en fait le geste, le mouvement allait s'inscrire dans l'espace, comment aussi le geste se déploie, et comme la peinture se déploie aussi dans l'architecture et dans le... C'est une suite de réflexions qui était venue à partir des peintures murales et aussi des peintures sur châssis. En fait. Voilà. Tu parles d'architecture, donc tu parlais de choses, c'est toujours une sorte d'arrière-plan, même on a l'impression quand tu fais des peintures sur châssis. Tu as beaucoup travaillé les installations spatiales, enfin, comment tu situes? D'un côté, il y a l'illustration, le dessin pur, d'un autre côté, il y a l'intervention sur l'espace, au centre, il y a l'intervention picturale dans l'espace. Tu parles de la moquette comme un élément d'architecture aussi, ça a à voir avec le livre domestique, je ne sais pas comment. Et comment tu penses à ces peintures, par exemple? Il y a une série qui n'est pas très loin qui existe hors espace, fragmenté. Et comment tu penses cette question justement de sortir une toile, de la remettre dedans? En fait, c'est les rapports d'échelle. Généralement, c'est des problèmes de dessin. Je parlais justement de cette histoire d'illustration, c'est un problème de dessin et comment on dessine avec une échelle particulière. Quand effectivement je parle de l'échelle de la moquette, c'est comme comme l'échelle en bas de plan, c'est-à-dire elle me permet d'avoir une dimension particulière. Et qu'en même temps, cette structure de l'architecture, elle a toujours été prépondérante parce que il n'y a pas d'endroit neutre. Il n'y a pas de, si on pourrait dire, comme l'échelle du neutre, dans l'échelle des acides et des bases, il n'y a pas de point zéro, il n'y a jamais de point zéro. Il y a toujours un point plus 1 ou moins 1. Donc à partir de là, il faut gérer cette question d'architecture. Comme par exemple les peintures sur châssis sont généralement sur les gros châssis, pour justement qu'ils sortent comme ça encore plus, mais aussi parce qu'il y a une question liée au devenir image en fait, de la peinture, parce que la peinture finalement devient image. Et ici aussi, c'est comment on fait image, comment on devient aussi image, mais à l'intérieur de l'architecture qui est elle-même issue d'image, en tout cas du plan en 2 dimensions. Donc, ce qui m'amuse toujours beaucoup, c'est cette question de la bidimensionnalité, en tout cas au départ, même maintenant, il y a l'ensemble des outils 3D, la bidimensionnalité du dessin et comment il est élevé en fait en 3 dimensions. Et ça, c'est des questions aussi qui sont prépondérantes dans ce genre de cas. D'autant plus ici où il y a toute une architecture qui est extrêmement complexe, qui est une architecture double, c'est une architecture de récupération de lieux, et en même temps, c'est une architecture de pouvoir et de démonstration. Donc à ce moment-là, on joue aussi cette question de pouvoir et de démonstration, mais à la taille, en fait, immobilière, de l'immobilier, et aussi de la taille du geste là qui lui est le geste à taille humaine. Voilà, en fait.
Et on a l'impression que tu multiplies les styles parce qu'il y a des traces ou des gestes qu'on retrouve dans les dessins figuratifs. Oui, c'est vrai. Comment justement tu balances cette question d'abstraction et la figuration? C'est quelque chose que tu penses à un moment ou oui, c'est tout le temps. juste... Et c'est de plus en plus en Et fait. quand Mais c'est de plus en plus. Tu as fait des tableaux très narratifs. Oui. Et des dessins c'est extrêmement narratifs. Tu en fais encore ou tu arrêtes ça? Très peu, de moins en moins. Tu mènes pas les deux en même temps? Non, en fait, il y a une... Mais en même temps, je ne sais pas si c'est fini. Voilà, c'est la question est là. Il y a eu un ensemble de questions récemment sur ça, effectivement sur le figuratif et l'abstrait, en fait. Et en ce moment, quelque chose me tire beaucoup plus vers l'abstrait parce que je trouve que la construction est beaucoup plus difficile. En fait. Donc c'est peut-être plus de l'ordre de l'enjeu et d'aller vers une construction beaucoup plus complexe que dans la question narrative ou la question de l'illustratif. Elle est beaucoup plus ambiguë et beaucoup plus à questionner finalement si on parle, bon ça sera un autre point qui serait se dire que la peinture est devenue un art mineur par exemple. Je pars de ce postulat, moi de manière générale. La peinture est un art mineur. Je suis en train d'aller de plus en plus vers cette peinture qui serait un art mineur si on dit par exemple par rapport aux séries télé. Hein, ou à certains types de cinéma, ou des choses comme ça, la peinture n'est plus le miroir principal de la société. Et ne dit plus, bon, etc. On va arriver là-dessus. À l'intérieur de ça, si elle est mineure, j'ai beaucoup plus de champs de possibles. Et dans ces champs de possibles, et dans ces champs de risque, le champ le plus risqué pour moi à l'heure actuelle est le champ de l'abstraction. Parce que la façon dont il va tenir dans cet espace, dont vous parlez par exemple de l'architecture, est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus difficile. Donc c'est des choses par exemple comme sur les dernières commandes des grandes peintures murales par exemple qui sont dans les lieux, c'est plus que des tâches en fait finalement. Et j'ai plein de réflexions assez étonnées où les gens disent mais en fait on se croirait à la maternelle en fait. Donc ça c'est aussi des choses assez intéressantes par rapport aux questions. Donc c'est à chaque fois des choses qui sont stratifiées, qui stratifient tout un ensemble de questions. Ton abstraction elle est plutôt organique? Oui, elle est gestuelle. Elle est gestuelle ou elle est organique? Elle est, ouais, c'est ça. Elle est tout un cycle aussi autour de la croissance, le haricot. Oui. Mais ça, je pense qu'elle est, même si pour moi, ça c'est une pièce absolument emblématique, Jack et l'haricot magique, sur la façon de la croissance et sur la façon dont ça se déploie. Ça, c'est aussi presque un paradigme en fait. C'est l'exemple presque parfait en fait du déploiement de l'œuvre en fait et comment elle va aller vers l'architecture d'immobilier en fait et va le gravir un peu comme le lierre qui va gravir tu vois la maison et finalement devenir un truc fantôme comme ça, une enveloppe. Donc ces histoires d'enveloppe effectivement comme tu me dis est-ce qu'elles sont plus organiques ou plus gestuelles à l'heure actuelle en fait elles sont en train de se croiser quoi. Je n'ai pas encore la réflexion, enfin je n'ai pas encore disons une sorte de recul parfait là-dessus, mais sur celles-ci elles sont beaucoup plus gestuelles et en même temps elles ont toujours ce côté quasiment imprimé en fait, qui leur donne un côté, c'est là où on peut le retrouver par exemple dans les peintures murales, genre la dernière abstraite. Dans la collection, ici on a 2 chiens chinois. Oui, c'est faux. Tu peux faire comment tu articules cette pièce-là avec celle-ci? Oui, alors voilà, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Les chiens faux en fait sont comme des chiens tatoués en fait, pour moi. C'est comme donc c'est des emblèmes de fertilité, de croissance et de puissance chinois. On retrouve partout en fait dans les restaurants, enfin pas partout, mais beaucoup dans les entrées de restaurants chinois, avec le mâle et la femelle, et de leur remettre en fait des oiseaux exotiques qui sont peints dessus. C'était leur remettre dans leurs conditions d'exotique. C'est-à-dire que cet objet qui finalement est rentré dans un quotidien urbain, citadin, on ne le voit plus, en fait, mis à part ce qui nous indique, c'est ici restaurant chinois ou chose reliée à une civilisation X ou Y ou Z. Donc de plaquer en fait les oiseaux exotiques, reposer la question du goût. Comme ici, en fait, aussi la question du goût est posée, comme c'est pour ça que je te parlais de ces histoires d'abstraction et d'organique, où les gens disent, c'est toi par contre qui parlais de cette histoire d'organique et d'abstraction, mais
la façon dont les gens te disent après, ah c'est la crèche, donc ils sont un peu gênés, il y a cette histoire de coût arrive immédiatement, très très rapidement. Donc ça aussi, ça c'est une question qui m'intéresse moi énormément. La façon dont aussi c'est un facteur social, le coût. Donc là, sur les chiens faux, c'est plus une question qui est mise très très clairement en jeu et leur mettre dans son enjeu. En plus, j'adore ce genre de choses. C'est pour moi une sorte d'exotisme de pacotille, en fait, parce que c'est fait en résine, etc. C'est lié à une tradition millénaire, plusieurs fois millénaire. Et ici, et c'est ça qui est assez drôle aussi pour moi, parce que c'est aussi assez chinois ou assez orientaliste, en fait. Donc ça me pose aussi ces questions de goût et ces questions qui me sont, propres à une sorte de background, en fait. Voilà, c'est dans ces endroits-là que ça se situe plus. Et tu as les objets qui sont ready-made, tu as déjà utilisé les objets mais par rapport à d'autres ta génération, la grande question quand même, c'était le rapport de la peinture à l'image reproduite, même si on arrive nous juste après, les grands monstres, Warhol, cette question elle est quand même encore récurrente dans notre génération. J'ai l'impression que tu l'as jamais vraiment posée, ou alors tu l'as posée ailleurs. Non, je posais dans le dessin. Ouais, mais tu n'es jamais repassé par la photo. La photo, c'est quelque chose qui a l'air quasiment absent de ton travail. La reproduction a l'air présente par rapport à ça, par exemple. Peut-être c'est parfois il y a une absence totale de touche qui donne un caractère imprimé aussi sur les moquettes, c'est dilu comme une impression. Mais la question de la reproduction mécanique ou de la photo, alors il y a la sérigraphie aussi. Oui. Mais en tout cas, l'optique dominante qui est l'image photographique ou l'image cinématographique, je ne suis jamais allé vers là. Oui, alors ça c'est un parce que je connais très très bien en fait tout ce dont tu parles, de Warhol, surtout Richter, les Allemands. Et en fait, j'ai pensé qu'il y avait une troisième voie en fait en peinture. Enfin, je pense toujours qu'il y a une troisième voie qui serait, mis à part si on parle d'une peinture extrêmement intelligente, on va dire Richter par exemple, et une peinture beaucoup plus, disons Basquiat. On va prendre deux opposés comme ça, deux choses, même si Basquiat c'est extrêmement intelligent. Ou disons Combas, voilà, avec quelque chose qui serait très proche de la révolte. Entre les deux, je pense qu'il y a une troisième voie qui serait se dire que plutôt que d'avoir une question liée à la peinture, qui serait uniquement une question liée à la modernité, au fait que il n'y a plus de Dieu, il y a cette question à réfléchir sur la structure même de la société, comment on va gérer notre rapport à l'image, donc dans un rapport sans Dieu, ce qui est par exemple la question principale de la peinture, étant donné que la peinture est essentiellement liée à une problématique de la représentation mystique, donc de la représentation de Dieu en tant qu'être humain, et l'autre facteur qui est l'expression absolue de ça. Donc Richter va poser cette question-là de comment on peut peindre à travers ces questions de modernité ou pour aller vite, enfin tel que moi je comprends. Après, il y a une autre voie qui serait plus liée en fait à tout un ensemble de peintres, plutôt des années 80, moi qui m'intéresse beaucoup, comme René Daniels, et qui vont aller ou Dokupil ou même certaines toiles de Kippenberger, qui vont aller là sur des questions qui vont dépasser le grand aspect de ces artistes pédagogues, Richter, aussi bien comme Buren en fait, qui pose aussi ce type de questions mais différemment, et qui vont dire ok, la pédagogie c'est fini, maintenant on l'utilise comme outil, ce qui a été donné, pris, et on va aller ailleurs, on va essayer de parler de quelque chose de différent. Donc ça serait plutôt dans cette troisième voie-là que moi je serais plutôt dans cet endroit-là. Et après, effectivement, ces questions du mécanique, de la reproductibilité, elles sont extrêmement importantes, mais elles ne sont pas prioritaires dans la vision. Par exemple, les fonds, sur la plupart des dernières peintures, sont des fonds de spectre, plus lumineux, qui pourraient être vus comme ou de dégradés, qui peuvent être vus comme des impressions. Même quand la peinture est finie, quand personne ne l'a vue en vrai, certaines personnes pensent que c'est que du travail numérique, en fait. Donc la question de la reproduction de la photographie, il est là, en fait, il est dans cet endroit-là. Mais il ne va pas être dans le sujet, parce que je pense après que le travail de l'utilisation de la photographie comme sujet motif enlève en fait toutes les questions qui sont de l'ordre du dessin et de la construction.
Après, il y a par exemple des gens plutôt comme David Hockney qui m'intéressent aussi sur ces questions-là, sur la reproduction et Hamilton, par exemple, mais qui sont moins finalement modernes finalement que ces grands pédagogues comme Richter ou les gens comme ça. Voilà. L'exposition dans laquelle tu interviens, c'est la vie des formes. C'est le type d'un livre d'exposition des années 40. C'est pas un livre que tu connaissais avant. Non. Mais c'est un livre qui pose tout le temps la question du rapport du fragment, notamment de l'articulation de l'œuvre dans son espace. Et c'est un livre qui accède de manière très abstraite dans son époque. Par exemple, l'abstraction, il ne pense même pas. Alors qu'il écrit une sorte de manuel de l'abstraction. Mais il dit aussi là-dedans que l'œuvre n'est pas dans l'espace, mais l'œuvre fait l'espace. Elle crée son propre espace. Elle crée son propre espace. Et dans le même temps, on a l'impression qu'ici, tu fais un fond, mais est-ce que c'est une protection ou est-ce que c'est une offensive? Enfin, est-ce que tu débordes ou est-ce que tu fais ton propre espace ou enfin, il y a deux façons de faire son propre espace. Soit on fait son espace pour être bien dedans, soit on fait son espace pour déborder à l'extérieur. Oui. C'est-à-dire d'être en défensif ou en agressif, en fait. Mais je crois que finalement, c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Voilà. C'était, comme aussi la moquette est un isolant, de toute façon, c'est aussi une façon de recadrer. Et donc, comme l'espace était un espace cadré, extrêmement, c'est pas un espace ouvert ou comme toute une salle ou un truc comme ça, il était déjà cadré, donc il y avait déjà ce truc. Et puis comme en fait, il y avait ces histoires de point de vue extrêmement forts et des circulations ici et là qui étaient liées avec des projections, il fallait que d'un seul coup aussi, ces histoires de projection soient aussi très présentes en fait. Et comme il y avait un rapport aussi extrêmement cinématographique en fait, côté écran de cinéma aussi, là. Mais il y a ce décalage, donc il y a ce décalage avec l'escalier et la façon dont on va absorber ou pas puis il y a aussi une autre idée, c'est pas inintéressant, mais je ne le prendrai pas sur le côté psychologique, en fait, sur le côté défensif ou agressif, comme ça, comme aux échecs par exemple, supposons, mais qui était de l'histoire du point de vue et comment on allait voir en fait, comment on allait être fractionné, comment ça allait être fractionné. Et donc il fallait être très très clair en fait dans le cadre. Quand on arrivait ici, on avait une part, et il y avait tout de suite, et il y avait plus aussi ce côté paysage qui m'intéressait beaucoup là. D'autant plus que le lieu est incroyable, quoi. Donc il est complètement déconstruit et il est très très fait. C'est ça qui est très étrange dans ce lieu. Je parlais de peinture gestuelle, je parlais d'informatique. La collection ici elle est quand même marquée par ça. Est-ce que tu cites ça? Oui. Parce que d'un côté, moi, aujourd'hui ça me paraît évident qu'il y a une liaison qui est faite avec Mathieu ou Artoun. Oui, tout à fait. Artoun que Mathieu. De Gotex aussi. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est arrivé par un autre. Mais c'est arrivé par ailleurs. Par Roman. Oui. Alors ça, c'est comme je suis en plein dedans, c'est super étrange. Mais effectivement, ça vient par Artung et de Gotex. C'est des choses que j'ai de plus en plus regardées, revues. Et au fait, très bizarrement, c'est revenu par. Le biais est assez complexe. Et c'est repassé par les Japonais en fait, et par la tradition des katagami, qui sont des pochoirs qui sont utilisés pour faire des kimonos et qui ont influencé en fait l'art nouveau en Europe, etc. Quand ils ont découvert en fait ces motifs qui sont absolument liés à un cadre très très précis là aussi, et qui a une découpe extrêmement particulière. Et moi je suis reparti sur les katagami, sur le travail par rapport aux katagami. Et ensuite, je suis remonté à l'histoire de crâne, de découpage et de dessin, et de la façon dont la courbe allait se déplacer. Et très, très lentement, bizarrement, j'ai regardé les artistes japonais et chinois, et donc ça m'a ramené en fait finalement aussi à Artung et de Gotex. De Gotex qui m'avait beaucoup marqué moi quand j'étais étudiant, et c'était très étrange de Gotex pour moi, c'était vraiment... C'était comme une image, c'était l'une des rares images qu'on pouvait voir quand moi j'étais petit, c'était une image que vous pouvez voir en poster par exemple. C'était un truc assez courant comme Mathieu aussi, c'était un des rares choses qu'on pouvait voir. Mais, et Artung aussi finalement. Et c'est revenu par là en fait, très étrangement. Et c'est effectivement là aussi quelque chose qui me
me fascine de plus en plus en fait. Et aussi par le côté mécanique extrêmement important chez Hartung, comme tu le disais, très justement. La projection, les sprays, mais c'est aussi parce qu'on a été beaucoup marqué par Martin Barret aussi. On parlait de Debré aussi la dernière fois. Et très bizarrement, c'est aussi parce que j'ai beaucoup regardé l'exposition qui s'appelait L'abstraction après-guerre en France, qui a été faite par Alain Couef au Musée d'Art Moderne. C'est pas que je me rappelle plus. Oui. Ouais, il y avait les affichistes, il y avait aussi Hartung Barret, etc. Et c'était une très très belle exposition pour moi. C'était un truc vraiment important. Et c'était beaucoup plus, bizarrement, beaucoup plus frais que toute l'abstraction américaine. C'est très étrange de revoir, relire ça maintenant et de le reprendre. Et là, les peintures que je montrais, par exemple en Belgique, elles sont beaucoup liées à ça. Donc c'est assez étrange de revenir à ça. Mais c'est assez logique, étrangement. Et pour parler tout à fait autre chose, le caractère bucolique, c'est présent dans le travail des oiseaux, du végétaux, scènes de forêt. Oui. Alors il y a très peu d'urbain dans ton... Oui. Mais en fait, c'est parce que c'était des questions là aussi, des questions de goût et d'imagerie et de minimum culturel. En fait, j'appelle ça des minimums culturels. C'est les fleurs, par exemple, j'adore dessiner des fleurs, ça c'est vrai. Mais c'est aussi parce que c'est une codification très particulière. Un pétale, c'est encore plus. Un pétale de ceci n'est pas un pétale de cela. On le voit très bien, par exemple, chez Redouté, mais on peut dire, ah oui, mais une main, c'est pas la même main que ta main et la mienne, c'est pas la même. Mais en même temps, si je dessine une main, ça va, même si je fais ton portrait de manière exacte et que je dessine ma main, on va pas voir la différence. Tandis qu'un pétale, et ta mine, etc., une feuille, c'est scientifique, quasiment. Et en même temps, c'est un minimum culturel. Ça parcourt l'histoire de l'art, mais en même temps, il n'y a pas de choses finies avec ça. Et donc, cette représentation, elle est toujours en jeu. Et comme effectivement les histoires de forêt, tout ce qui est comme ça, un peu d'ordre naturel, est passé de l'ordre du minimum culturel. Et donc, c'est assez drôle à investir à un moment. Voilà. Et là, elle repose aussi ces questions de goût, fleurs, les petits oiseaux. Et ça pose ça aussi. Voilà. Il y a tout un pendant qui me paraît invisible, alors peut-être à part la moquette, ici, c'est tout ton intérêt pour le design, oui. On va dire, design post-moderne, oui. Comme ça, oui. ça, c'est bénéfice. Tu peux en parler rapidement? Ça, une fois j'ai fait une conférence pour introduire le travail d'Enzo Mari, qui est un très grand designer italien, où j'ai, comme introduction, pour expliquer le fait que j'avais eu énormément d'intérêt pour les designers italiens, effectivement, à partir des années 70, c'est qu'à un moment, on est étudiant et on a un ensemble d'intérêts en art, je veux dire. On a un ensemble d'intérêts, on est assez seul et on se cherche une famille. D'un seul coup, on la trouve et dans des endroits assez étonnants. Et donc, moi, je l'ai trouvé là. Et parce qu'il regroupait toutes mes obsessions vis-à-vis du dessin, l'ensemble des questions liées au goût, à comment, une fois qu'ils avaient essayé de faire la révolution dans le monde, ils étaient rentrés à la maison et s'étaient dit, on va pas y arriver, et on va faire plutôt la révolution à la maison. Et puis de changer leur propre regard. Donc c'est là qui m'intéresse énormément. Et ensuite, il y a énormément de personnalités dans le design italien, des années 60, 50, toutes ces générations de Branzi, Setsas, Mendini, etc. Marie. Il y a eu comme une espèce de révolution culturelle en Italie à ce moment-là, qui moi m'a marqué énormément, et aussi parce qu'il y a regroupé aussi les questions liées à la bande dessinée, à la musique, au goût, à tout ça en fait. Mais tout ça, ces gens-là sont un peu liés au pop, d'une certaine façon. Ils se sont venus du pop, oui. Mais toi, quelque part, tu travailles sur la culture populaire, mais ton travail n'est pas du tout pop. Non. Tu le verrais comme pop, et si tu ne vois pas comme pop, pourquoi? Non, je ne l'ai jamais pensé comme pop en fait, mais mais effectivement, eux viennent du pop parce que ils coïncidaient en fait avec leur jeunesse. En fait. L'amour qu'ils avaient pour Oldenburg, par exemple, était hyper important, pour Warhol évidemment, pour Dylan. Dylan, c'était une idole absolue. Et je crois que c'était aussi lié à leur jeunesse, tout simplement. Mais que le pop n'avait pas de lien. J'ai plus de lien bizarrement avec une sorte de culture de musique classique. C'est plus ce lien-là, parce que j'ai un tel
l'amour des musées, c'était plus là. Mais j'aime beaucoup, il y a des pièces de pop que j'aime énormément, mais j'ai pas de lien direct avec ça.